Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art. Le plaisir de vous présenter Vincent Lefebvre, qui est archiviste, paléographe, conservateur général du patrimoine. Il a commencé sa carrière au musée Cernouchi et il a ensuite été chargé des collections textiles du Musée national des arts asiatiques, musée Guimet. Et avant de rejoindre à l'agence France Museo, où il était responsable de l'ensemble des arts asiatiques dans le cadre du projet du Louvre à Abu Dhabi entre 2008 et 2013, puis jusqu'en 2019, il a exercé les fonctions de sous-directeur des collections au service du Musée de France, spécialiste de l'archéologie et de l'histoire de l'art du monde indien. Il est directeur de recherche à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et enseigne à l'École du Louvre. Depuis 2013, il dirige la mission française de coopération archéologique au Bangladesh et il est actuellement directeur des collections du Musée national des arts asiatiques Guimet. C'est à ce titre qu'il va nous présenter cette conférence intitulée « Collection d'art japonais en France, un aperçu historique ». Maintenant, je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que la distance me permet de tomber le masque? Ce sera un petit peu plus agréable pour parler. Alors, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Comme vous l'avez compris de cette présentation, mes compétences portent plutôt sur le monde indien que sur l'Extrême-Orient à proprement parler. Mais mes fonctions actuelles font effectivement que j'ai aussi un petit peu une vision d'ensemble sur l'histoire de la constitution des collections d'art asiatique en France. Et c'est donc à ce titre que je vais vous brosser un aperçu relativement général de la constitution des collections, tout d'abord privées, puis publiques, qui sont à l'origine de nos musées. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation à l'écran ? Très bien. Alors, ma présentation va couvrir une période assez large du XVIe au début du XXe siècle. Je voudrais néanmoins faire encore un petit rappel historique très bref pour commencer, pour vous dire qu'évidemment le Japon est une région très éloignée de la France et nous n'avons été en relation plus ou moins directe avec l'archipel nippon qu'à partir du XVIe siècle. Néanmoins, le Japon, tout au bout de l'Eurasie, n'a jamais été complètement coupé du reste du monde. Et d'une certaine manière, comme vous le voyez sur cette carte, le Japon était une sorte d'aboutissement à très longue échelle de la route de la soie qui a, tout au long du premier millénaire de notre ère, relié la Chine au bassin méditerranéen et donc à l'Europe. Dans un premier temps, en fait, c'est plutôt le Japon qui a reçu des objets venant du continent, donc l'aboutissement de la route de la soie. Et je vous montre ici le célèbre temple du Todaiji de Nara, qui, dans son état actuel, date du XVIIe siècle, mais qui renferme en son sein ce qu'on appelle le trésor, le Shoso-in, donc cette sorte de réserve qui est peut-être l'ancêtre de tous les musées du monde, où étaient conservés tous les cadeaux faits à la famille impériale. Et donc, dès le 8e siècle, le Shoso-in a reçu un certain nombre d'objets provenant de Chine, mais également d'Asie centrale, contribué au développement de l'art japonais. Et ce n'est ensuite que dans un second temps que le Japon s'est mis à exporter des objets plutôt vers le reste de l'Extrême-Orient, vers la Chine et également vers la Corée.
Et bien évidemment, pour que l'art japonais commence à être connu en Occident, il faut attendre les grandes découvertes, l'établissement de routes maritimes au long cours. Et c'est donc tout d'abord par l'intermédiaire du Portugal, que le Japon va rentrer en contact avec l'Europe. Alors, je vous montre pour illustrer l'arrivée des Japonais, décidément je n'y arriverai pas, des Portugais au Japon, ce célèbre paravent qui est un des trésors du Musée national des arts asiatiques Guimet, qui représente donc c'est une scène exotique du point de vue japonais, c'est-à-dire l'arrivée de ces êtres étranges qui étaient les Portugais et qui vont donc dans un premier temps établir des comptoirs commerciaux et s'efforcer également, ce qui va notablement compliquer les choses, de diffuser le catholicisme au Japon. Mais dans un premier temps, donc les Portugais sont relativement bien reçus et ils vont contribuer au développement d'un art particulier qu'on appelle l'art Namban, donc l'art des barbares du Sud, qui est des objets principalement en lac extrêmement chargé d'or et décorative, qui est réalisé selon des techniques proprement japonaises, mais pour le marché européen, le marché occidental. Alors, c'est assez évident avec ce retable, donc où le décor est japonais, mais évidemment l'intérieur du retable est une scène chrétienne. Et puis donc tout au long du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, donc jusqu'à ce que les Portugais soient bannis de l'archipel nippon, vont se diffuser à travers le commerce maritime ces objets faits pour le marché occidental, avec Lisbonne servant de plaque tournante de ce marché. Alors, quand les premiers objets sont-ils arrivés en France? C'est évidemment un petit peu difficile de le savoir puisque beaucoup d'objets ont pu disparaître au fil du temps ou bien nous n'avons pas toujours une traçabilité précise. Toujours est-il que dans les inventaires royaux, nous avons en 1560 la mention de lacs d'Extrême-Orient. Donc il n'est pas toujours évident de savoir si ça venait de Chine ou du Japon, mais on sait donc qu'en 1560, il y avait des lacs d'Extrême-Orient dans les collections royales du roi François. Alors là aussi, petite incertitude, nous sommes en 1560, donc on pense évidemment à François Ier, mais ça pourrait également être François II. Donc là, est-ce que ça venait juste d'arriver en 1560 ou est-ce que ça se trouvait là avant 1547, avant la mort de François Ier? Nous ne le saurons pas. Mais en dehors de cette mention, nous ne sommes pas en mesure, en l'état actuel des connaissances, d'identifier d'objets faisant partie des collections des Valois, des collections donc d'objets japonais. En revanche, au XVIIe siècle, on identifie un certain nombre d'objets tout à fait majeurs relevant de cet art Namban qui ont appartenu à des personnages prestigieux et en premier lieu ce grand collectionneur qui était le cardinal Mazarin, qui, parmi les nombreux trésors que renfermaient ses collections, possédait notamment un certain nombre de coffres en lac qui, donc aujourd'hui, malheureusement, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ne font plus partie des collections nationales, puisque vous avez ici à l'écran le plus célèbre d'entre eux, qui a longtemps été identifié comme le seul coffre de Mazarin qui se trouve depuis le 19e siècle dans les collections du Victoria and Albert Museum de Londres, et puis une acquisition très récente du Rijksmuseum d'Amsterdam, d'une œuvre qui malheureusement n'a pas pu être retenue sur notre territoire il y a quelques années. Et au-delà de ces objets donc, qui se rapprochent donc des collections royales, on peut aussi mentionner des objets qui ont pu appartenir à différents particuliers en France et ailleurs en Europe, ainsi que cette boîte
qui a appartenu à une certaine Maria van Diemen, donc une Hollandaise. On le sait pas grâce à une inscription sur l'objet, mais cet objet, après avoir été conservé un temps à Amsterdam, a par la suite fait partie des collections de la marquise de Pompadour au XVIIIe siècle. Et puis, comme beaucoup des collections royales ou princières, évidemment, ces objets ont quitté la France, notamment au moment de la Révolution française. Et donc, là encore, nous avons ainsi permis d'enrichir les collections britanniques, puisqu'on est de nouveau au Victoria and Albert Museum. Cela étant, donc, on le voit au XVIIe siècle, dans l'entourage du roi, donc son principal ministre Mazarin, mais aussi sans doute d'autres nobles de la cour, des objets arrivent du Japon, donc tout d'abord par l'intermédiaire du marché portugais, mais également plus directement par le Japon. Alors, vous vous amuserez la prochaine fois que vous irez dans la Galerie des Glaces de Versailles à essayer de repérer une des peintures d'un des écoinçons qui représente une armure de samouraï qui avait été offerte au roi Louis XIV. Et effectivement, le musée de l'armée aujourd'hui conserve plusieurs armures de samouraï qui proviennent des collections royales. Donc on voit que Charles Lebrun et son atelier se sont amusés à retranscrire dans le décor, parmi les trophées du décor de la Galerie des Glaces, ces objets qui étaient tout à fait nouveaux du point de vue occidental et tout à fait exotiques. Et il semble aussi que, toujours sous le règne de Louis XIV, un certain nombre d'objets soient parvenus à la cour de manière un peu inattendue, c'est-à-dire par l'ambassade de Siam, qui est un des moments fameux du règne de Louis XIV, l'ambassade du Siam, au cours duquel donc, ont été offerts au roi et à sa famille un certain nombre de cabinets en lac. Donc là, il s'agit donc d'un cabinet qui forme en fait une paire, qui a par la suite été monté en meuble pour le Grand Dauphin, qui était donc conçu pour son château de Meudon, puis donc aujourd'hui il est déposé à Saint-Cloud, mais fait partie des collections du département des objets d'art du musée du Louvre. Et je vous montre une vue du cabinet ouvert. Donc en fait, comment se fait-il que des objets soient parvenus par l'ambassade du Siam? C'est-à-dire que l'ambassade du Siam a dû offrir un certain nombre de cadeaux prestigieux, mais également exotiques du point de vue thaï, du point de vue siamois. Et il faut savoir que les contacts à l'époque, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, entre le Siam et le Japon, en fait, se faisait par l'intermédiaire non plus des Portugais, mais des Hollandais. Les Portugais avaient à l'époque été donc chassés du Japon, et seuls les Hollandais, à travers la Compagnie des Indes orientales. Alors je vais m'essayer une seule fois au cours de cette conférence à prononcer un mot en néerlandais, et je vous prie tout de suite de m'excuser pour ma prononciation. La Verenigde Oost-Indische Compagnie, plus connu sous le nom de son acronyme de la VOC, et je m'en tiendrai à VOC à partir de maintenant. Donc, cette compagnie des Indes orientales néerlandaises va obtenir, à partir du XVIIe siècle, le monopole des contacts avec le Japon de manière tout à fait limitée, puisqu'ils n'auront le droit de débarquer que sur l'îlot de Deshima, dans le port de Nagasaki, donc à ce moment-là, le Japon, au XVIIe siècle, se ferme complètement au reste du monde, et le seul point d'entrée au Japon, c'est le port de Nagasaki. Donc, et les Hollandais sont, au XVIIe siècle, également très fortement implantés à la cour d'Ayutthaya, donc au Siam, et c'est ce qui explique sans doute la présence d'objets japonais en Thaïlande, et donc leur arrivée ensuite à la cour de France. Et faisant probablement, bien qu'on ait quelques incertitudes, probablement partie également de ces objets qui sont arrivés dans cette seconde moitié du XVIIe siècle
en France, on trouve aussi ce très beau cabinet qui est orné de scènes totalement japonaises, puisqu'on y reconnaît sans difficulté le célèbre mont Fuji, le Fujisan. Et ce cabinet qui a une histoire assez complexe est arrivé aujourd'hui dans les collections du musée des Beaux-Arts de Dijon. Et si je vous le montre, c'est sans doute parce qu'il a fait partie du même lot que les cabinets qui ont été ensuite offerts au Grand Dauphin, mais parce que sur le côté de ce cabinet, nous avons une représentation du comptoir néerlandais, du comptoir hollandais de Deshima, donc cette petite île qui était le seul endroit où les étrangers étaient autorisés à débarquer sur le sol nippon, donc dans le port de Nagasaki. Et c'est en fait par Deshima et ensuite par Amsterdam que tout au long des 17e, 18e et même une grande partie du 19e siècle, que les biens japonais vont arriver en Europe et ensuite se répartir dans différentes collections. Je vous montre pour que vous voyez bien la fidélité de cette représentation en lac de l'îlot de Deshima, d'autres représentations plus tardives qui sont du 19e siècle, qui se trouvent aujourd'hui au musée de la Marine, donc avec aussi bien une représentation quasiment cartographique, donc c'est une gouache et aquarelle, mais également une plaque en laque et nacre de couleur. Donc là, on est au début du 19e siècle et vous voyez que finalement, l'organisation de cet îlot quasiment en éventail n'avait pas du tout varié au cours de ces 2 siècles. Donc, de Lisbonne, nous sommes passés à Amsterdam, et à partir d'Amsterdam, qui va être donc la grande plaque tournante des objets extrême-orientaux avant la Révolution française, ces objets donc vont être diffusés par l'intermédiaire de ce que l'on appelle les marchands merciers. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de marchands d'art ou d'antiquaires. Le terme, donc, à l'époque, était les marchands merciers. Et donc, je vous montre, alors vous allez me dire pourquoi montrer du Watteau, ce qui n'a rien à voir avec le sujet. Eh bien, en fait, si, puisque cette très célèbre toile était l'enseigne du marchand Gersaint, qui était justement donc connu comme étant un marchand de tableaux, comme on le voit très bien sur cette œuvre, mais Gersaint était aussi donc un de ces marchands qui a contribué à diffuser quantité d'objets, de laques, de porcelaine provenant aussi bien de Chine que du Japon, à une époque où on ne faisait, il faut bien le dire, pas toujours clairement la distinction entre les deux. En gros, ça venait de l'Est et c'était déjà bien suffisant comme exotisme. Donc, à partir de la toute fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, il va devenir tout à fait à la mode d'avoir dans les intérieurs aristocratiques, mais également des riches bourgeois, de ces objets de toute nature qui donc vont être rassemblés parce qu'ils seront en quelque sorte des exotica, des objets, des curiosités, que l'on apprécie vraiment pour leur qualité technique, et on sait à quel point la découverte de la porcelaine, qu'elle soit chinoise ou japonaise, va fortement contribuer au XVIIIe siècle au développement de la porcelaine européenne, tout d'abord à Meissen, puis à Vincennes et à Sèvres. Mais donc ces objets sont très appréciés sans qu'on se rende bien compte qu'ils sont en fait, pour une grande partie d'entre eux, pas tous, mais une grande partie, réalisés pour le marché d'exportation, donc qu'ils sont en quelque sorte adaptés au goût européen, au goût occidental, alors que les productions de Chine ou du Japon faites pour le marché local sont d'une autre nature. Alors vous pouvez voir sur ce tableau qui est conservé au musée de Budapest,
je ne veux pas plus m'amuser à prononcer le magyar que je m'amuserai avec le néerlandais. Donc sur ce tableau de Jan van der Heyden, un intérieur avec des objets rares, donc c'est une sorte de nature morte, et vous pouvez voir notamment donc avec les tapis qui viennent probablement de Turquie, les mapmondes qui montrent l'intérêt pour l'exploration du monde. Nous avons ici une arme en lac qui est très clairement un objet japonais. Donc, les collections, voilà, par l'intermédiaire de ces marchands merciers, vont se doter, je l'ai mentionné, de très nombreuses porcelaines, les porcelaines de Chine, des fours de Jingdeshan, d'époque Ming et Qing, mais également les porcelaines d'Arita du Japon, qui, conformément au goût du XVIIIe siècle, sont très souvent, comme c'est le cas sur ces pièces qui ont appartenu au prince de Condé, qui ont été par la suite montées à l'occidental. Donc en fait, la porcelaine ici est japonaise, mais les bronzes sont français. Et on va retrouver dans toutes les riches demeures donc quantité de ces porcelaines. Alors en France, on se contente, si je puis dire, souvent de les installer sur les cheminées ou sur quelques meubles, mais on va voir notamment dans les pays germaniques des décors complets réalisés à l'aide de porcelaine aussi bien chinoise que japonaise. Donc pour vous donner des exemples parmi beaucoup d'autres, le palais d'Oranienburg à côté de Berlin, ou bien ici, un des salons du Belvédère de Vienne, où vous pouvez voir donc la présence de très nombreuses, ce qu'on appelait des potiches à l'époque, donc de pièces de céramique, ainsi que, montées sur console, deux cabinets qui, de toute évidence, sont de fabrication japonaise. Et la présence de ces objets japonais dans les collections nous est attestée aussi par de nombreux tableaux, outre évidemment les inventaires après décès qui nous permettent de connaître le contenu de ces collections. Et là encore, pour vous montrer un exemple parmi de très nombreux autres et qui ne provient pas uniquement de France, puisque le phénomène ne se limite pas du tout au contexte français, vous avez donc ce tableau d'un noble allemand qui se fait représenter donc un signe de richesse devant un cabinet japonais en lac noir et doré, donc qui témoigne à la fois de sa richesse, parce qu'il s'agissait évidemment d'objets d'un certain prix, mais aussi de l'attrait pour ces objets exotiques que toute personne bien née se devait de posséder dans son intérieur. Alors, ces lacs du Japon vont connaître des sorts divers. On a vu jusqu'à présent donc, des pièces qui ont été conservées telles quelles, parfois montées sur des pieds où on a rajouté quelques éléments de bronze, de dorure. Certains éléments de lac, qu'il s'agisse de cabinets ou d'éléments de paravent, vont être en fait totalement découpés, ce qui fait saigner mon petit cœur d'orientaliste, mais qui fait évidemment fantasmer mes collègues qui sont spécialistes du mobilier du XVIIIe siècle, ce qui est donc le cas de cette célèbre commode de Van Riesenborg, donc un des trésors du Louvre, qui donc a été fait à partir de panneaux de laque japonais du XVIIe siècle et remonté dans les années 1737 pour meubler le cabinet de retraite de la reine, donc de l'épouse de Louis XV, Marie Legzinska, donc pour le château de Fontainebleau. C'est un petit clin d'œil à nos voisins d'en face. Donc j'ai mentionné les lacs et les porcelaines qui sont les objets les plus connus. Il y en a d'autres en fait que l'on s'attend peut-être moins à voir, également parce qu'ils se sont pas toujours aussi bien conservés, mais un certain nombre de textiles sont arrivés du Japon aussi au cours du XVIIe siècle.
Et je n'en connais pas dans les collections françaises, mais je peux m'en tromper. Vous avez par exemple dans les collections d'Utrecht de cette robe de chambre qui a été faite avec des soies provenant du Japon. Et on peut voir également sur ce tableau du Rijksmuseum donc un portrait d'un riche néerlandais qui se fait représenter vêtu d'une robe de chambre qui est extrêmement similaire à celle que vous avez sur l'autre partie de l'écran. Mais ce rapide survol donc la constitution des collections japonaises dans les familles aristocratiques, évidemment, ne saurait faire l'impasse sur quelque chose que vous attendez probablement, qui sont les lacs de la reine Marie-Antoinette. Alors ces lacs de Marie-Antoinette, en fait, n'ont pas été constitués d'abord en France, mais à Vienne, puisqu'il s'agit tout d'abord d'un cadeau de l'impératrice Marie-Thérèse pour l'archiduchesse Marie-Antoinette, qui donc une collection qui va la suivre en France et qu'elle va ensuite, une fois installée en France, qu'elle va continuer à enrichir. Donc un ensemble assez conséquent qui a été saisi à la Révolution. Une partie de ces lacs, comme vous pouvez le voir, donc, ont été montés là aussi avec des bronzes à l'européenne, mais ce sont bien des lacs du Japon, qu'il s'agisse d'écritoires avec une représentation d'un personnage qui pourrait sortir tout droit d'un des rouleaux représentant le Genji Monogatari, donc le dit du Genji, ou d'autres scènes d'œuvres littéraires japonaises. On a aussi par exemple, ce coffret à encens avec de multiples pièces qui s'emboîtent et que nous sommes amusés à sortir les uns après les autres pour réaliser la photographie. Alors les collections de lacs de Marie-Antoinette étaient conservées à Versailles dans un cabinet qu'elle avait fait aménager exprès, donc avec qui est réalisé par... Je n'ai évidemment pas noté le nom de l'ébéniste, ce qui est une grosse erreur de ma part, et je vous prie de m'en excuser, ça va me revenir dans un instant. Et donc, il est probable que le prix du meuble à l'époque valait beaucoup plus cher que le prix des lacs. Mais le meuble, lui, il a disparu, les lacs nous sont conservés, elles ont été saisies au moment de la Révolution, et la plupart d'entre elles sont aujourd'hui sur les inventaires du musée Guimet, avec quelques dépôts à Versailles, donc retour à la case départ, mais le Louvre a conservé certaines de ces lacs lorsque elles possèdent des montures en bronze. En fait, ce qui intéresse nos collègues du département des objets d'art du Louvre, c'est les montures en bronze, et nous, à Guimet, ce qui nous intéresse, c'est les lacs du Japon, évidemment. Riesner, ça me revient, voilà. L'ébéniste. Alors, je vous montre ces lacs de Marie-Antoinette parce qu'elles vont avoir une grande importance, non pas en tant que cette collection, mais l'idée qu'on aura de cette collection qui a fait fantasmer beaucoup après la Révolution au cours du 19e siècle, puisque, en fait, le goût du Japon qui va se modifier au XIXe siècle et qui va donc contribuer fortement à la constitution, cette fois non plus de collections privées, mais de collections de plus en plus publiques, c'est en fait très largement par la redécouverte du XVIIIe siècle que l'on va s'intéresser à ces objets. Et c'est le cas, par exemple, des frères Goncourt, dont on sait qu'ils ont joué un rôle très important dans le mouvement du japonisme. Goncourt, qui a écrit des ouvrages importants sur les grands auteurs d'estampes, Utamaro ou Hokusai. En fait, les Goncourt se sont tout d'abord intéressés au Japon parce qu'ils s'intéressaient à Marie-Antoinette. Et c'est à travers l'histoire des lacs de Marie-Antoinette qu'ils se sont penchés vers le Japon. Et autre clin d'œil toujours à Fontainebleau avec le musée chinois de l'impératrice. Alors le musée chinois ne conservait
ou très peu d'objets à proprement parler japonais. La très jolie exposition que vous pouvez voir au château aujourd'hui, avec la redécouverte de quelques collections japonaises qui étaient assez méconnues. J'avoue que moi-même, j'ai appris il y a quelques mois seulement l'existence de pièces japonaises à Fontainebleau, qui sont issues de cadeaux diplomatiques à l'époque de Napoléon III. En fait, donc ces objets n'étaient pas dans le musée chinois que l'impératrice Eugénie fait réaliser au château à la suite de l'arrivée en France de pièces saisies lors du sac du palais d'été de Pékin en 1860, ainsi que l'ambassade du Siam l'année suivante. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous montre, vous voyez au fond de la présentation du musée chinois, donc ces grands panneaux de lacs qui sont là des lacs de Chine. Voici un détail, mais si l'impératrice Eugénie a souhaité présenter ces panneaux qui étaient en fait des éléments de paravent au mur, c'était en référence explicite au cabinet des lacs de Marie-Antoinette. Et donc, nous avons au cours du XIXe siècle, et particulièrement donc sous le Second Empire, un goût pour les collections japonaises qui dérive un peu de ce goût du XVIIIe siècle et qui va donc se faire par des voies nouvelles, puisque Amsterdam, les marchands merciers, ça appartient maintenant à une époque révolue, et le Japon s'ouvre progressivement au reste du monde, un peu dans la douleur, un peu contraint et forcé, mais avant même la révolution de l'ère Meiji en 1868, le Japon est contraint d'ouvrir progressivement certains de ses ports, et donc on va voir apparaître sur le marché international un certain nombre d'objets japonais qui vont en fait passer par des marchands de différentes natures. Et je vous montre ainsi ce petit palanquin miniature qui a été acquis par les musées nationaux pour le musée de la Marine, et puis qui depuis est déposé au musée des Beaux-Arts de Brest. Ce palanquin miniature qui contient une poupée, en fait, a été acheté au Bazar Bonne Nouvelle, un de ces grands magasins qui ouvre en France au cours du XIXe siècle. Le Bazar Bonne Nouvelle, qui a connu différents bâtiments, qui a disparu depuis. Je crois que c'est à l'emplacement de la poste du boulevard de Bonne Nouvelle aujourd'hui. Donc, on voit maintenant, donc, au cours du XIXe siècle, ce type d'objets, toujours des objets exotiques, des curiosités, apparaître dans les grands magasins et en particulier au bon marché. Et c'est en partie à travers donc, ces nouveaux types de fournisseurs qu'un certain nombre de collectionneurs vont s'alimenter et constituer des collections. Et c'est le cas en particulier d'un musée qui m'est cher, enfin d'une collection qui m'est chère avant d'être un musée, celle de Clémence et Adolphe d'Henry. Alors, on parle souvent de la collection d'Adolphe d'Henry. En fait, il faut rendre à César ce qui lui appartient, puisque cette collection, c'est son épouse, Clémence, qui l'a constituée. Et on sait déjà que dès les années 1840, sa famille disposait dans leur appartement de la rue de l'Échiquier d'un certain nombre d'objets provenant de ces magasins, donc des objets des porcelaines, mais également les inros, c'est-à-dire ces objets qui étaient portés à la ceinture. Et Clémence, qui s'appelle pas encore d'Henry, va constituer ce que les Goncourt ont appelé sa ménagerie de fantaisie. Elle avait un goût pour tous ces objets un petit peu fantastiques, les chimères. Elle avait collectionné énormément de chimères. Donc Clémence d'Henry est une femme sur qui on sait finalement assez peu de choses, mais une femme sans doute assez étonnante, puisqu'elle était issue de la moyenne bourgeoisie parisienne. Elle va épouser un magistrat et malgré tout, elle va se lancer dans une carrière théâtrale
ce qui, pour quelqu'un issu de son milieu, n'était pas forcément ce qu'on attendait d'elle. Elle va d'ailleurs très très vite se séparer de son magistrat de mari et se mettre en ménage avec le fameux Adolphe d'Henry, bien oublié aujourd'hui, mais qui a écrit plus de 200 pièces et livrets d'opéra, donc qui était extrêmement connu, et donc ils étaient tous les deux assez riches. Ils vont donc vivre en concubinage très longtemps, et elle va continuer à constituer cette collection qui va atteindre les 7000 pièces. Et pour l'abriter, donc ils ont différentes demeures, puis ils vont finir par, à partir de 1875, se faire bâtir un hôtel particulier sur ce qu'on appelle à l'époque l'avenue du Bois, c'est-à-dire l'actuelle avenue Foch. Et cet hôtel particulier, c'est donc aujourd'hui l'hôtel d'Henry, que l'on peut visiter encore donc c'est sur réservation uniquement. Puisque très rapidement dans ces années 1875 et au-delà, les d'Henry vont avoir l'idée d'en faire un musée privé dans lequel ils reçoivent le tout Paris littéraire, et en particulier les Goncourt. Donc ils vont faire aménager le premier étage de leur hôtel particulier, avec notamment l'adjonction dans un second temps de cette grande galerie que vous voyez ici. Et ils vont faire réaliser par l'ébéniste Viardot des vitrines sur mesure avec un très très beau travail d'incrustation de nacre provenant, donc la nacre qui provient elle du Vietnam. Et donc le musée d'Henry que vous pouvez, dont je vous montre quelques vues, est toujours tel qu'il a été conçu par Clémence d'Henry, puisqu'elle a eu très tôt, enfin elle était un peu poussée en ça par un de ses amis qui était lui-même collectionneur d'art japonais, qui était Georges Clemenceau. Donc Georges Clemenceau l'a incité à léguer cette collection à l'État. Alors le legs date donc de 1898, avant la mort à quelques mois d'intervalle de Clémence et d'Adolphe d'Henry, et puis pour des raisons assez longues et quelque peu sordides, il faut bien le dire, ne sera réalisé le musée ne pourra ouvrir qu'en 1908. Et il est assez tôt rattaché au musée dont je vous reparlerai un instant, qui est le musée Guimet. Mais selon les termes du legs de Clémence d'Henry, ce qui a été offert à l'État, c'est l'hôtel particulier et la collection, avec des clauses bien particulières qui consistent à ne pas disperser la collection et à la conserver dans sa présentation d'origine. Ce qui fait que nous avons ici un musée qui est vraiment, je dois le dire, dans son jus, dans l'état qui était celui du goût du 19e siècle, et dans l'idée de la japonaiserie, un peu encore l'idée de ce Japon exotique. Mais aujourd'hui, évidemment, même si on pouvait le faire, mais comme je le disais, le legs ne nous le permet pas, mais même si on ne pouvait le faire, évidemment, nous ne changerions rien à cette présentation, puisque ce qui fait l'intérêt de ce musée, ce ne sont pas les objets pris individuellement, mais c'est la collection dans son ensemble et cette présentation qui nous témoigne véritablement d'un moment de l'histoire du goût, et c'est un objet tout à fait singulier. Cela étant, ces années qui sont celles de la japonaiserie, si vous me passez cette expression, dans la lignée des collections du XVIIIe siècle, touche un peu à sa fin, puisqu'on voit apparaître aussi au même moment un nouveau mouvement, celui du japonisme, grâce à l'arrivée en France de nouveaux marchands. Alors je mentionne en particulier Samuel Bing, mais également son associé japonais, Hayashi Tadamasa, qui vont ouvrir des galeries à Paris et qui vont contribuer à faire venir en France, et c'est à présent Paris qui devient la plaque tournante de l'art japonais, des objets tels qu'on en a vu jusqu'à présent, mais aussi ce qui va considérablement changer le goût, c'est-à-dire la peinture et encore plus l'estampe. L'estampe, donc, qui va se diffuser par les objets eux-mêmes, mais également par la revue fondée par Samuel Bing, à savoir le Japon artistique, qui va faire de l'art de l'estampe et des figures d'Utamaro, Hokusai et Hiroshige, donc des artistes majeurs, notamment pour les impressionnistes. Et ainsi, je vous montre
Le célèbre portrait de Zola par Édouard Manet, où on le voit dans son intérieur, où il conserve des collections d'estampes ainsi qu'un paravent japonais. Et c'est dans cette nouvelle approche, celle du japonisme, qu'on peut placer deux figures tout à fait différentes de celles de Clémence d'Henry. Henri Tchernouski, je vois que l'heure passe, donc je vais essayer d'aller assez vite. Henri Tchernouski, qui, comme son nom l'indique, était d'origine italienne, qui s'installe en France dans les années 1850, puisqu'il fuit, enfin, c'est à cause du Risorgimento qu'il quitte l'Italie. Et après, en républicain convaincu, après les massacres de la commune qui le touche beaucoup, il décide sans doute pour se changer les idées de se rendre au Japon. On ne sait pas du tout pourquoi il n'avait pas de lien avec l'Asie jusque-là. On ne sait simplement qu'il était proche de certains impressionnistes et donc on peut penser qu'il était sensible à l'art de l'estampe. Et donc il va se rendre au Japon en 1872, un Japon qui vient tout juste de s'ouvrir au reste du monde. Et au retour de ce voyage, où il va faire aménager un nouvel hôtel particulier pour lui sur la plaine Monceau, donc l'actuel musée Tchernouski, dans lequel il va présenter donc les collections qu'il a ramenées du Japon et de Chine. Et là, il va ramener quelques estampes, des ouvrages illustrés, mais surtout beaucoup de bronzes. Donc ces bronzes, notamment animaliers, que vous pouvez voir encore aujourd'hui dans l'escalier du musée Tchernouski. Et il fait donc il avait fait revenir ce grand Bouddha en bronze de Negoro, pour lequel il fait réaliser le grand salon à l'italienne avec la Serlienne, donc un salon dit à l'italienne, mais aménagé exprès pour un Bouddha monumental japonais. Et cet hôtel Tchernouski, donc Henri Tchernouski, qui meurt sans héritier, décide de le léguer à la ville de Paris pour devenir donc un musée d'art extrême oriental. Le musée se spécialisera beaucoup plus sur la Chine archaïque à partir du XXe siècle. Mais la collection initiale de Tchernouski, c'est essentiellement autour de ces bronzes animaliers d'époque Meiji, et ainsi que des ouvrages illustrés qui sont aujourd'hui assez peu présentés. Et puis, je vais terminer en quelques secondes pour évoquer quand même une figure qui m'est chère, celle d'Émile Guimet. Émile Guimet, riche industriel lyonnais, son père, qui était chimiste, a inventé un célèbre bleu artificiel qui a fait la fortune de la famille, donc c'est une sorte d'indigo artificiel. Par la suite, la société Guimet est devenue Péchinet, pour vous donner un peu une idée de la fortune de cette famille. Émile Guimet s'intéressait aussi beaucoup à la musique. Il était lui-même compositeur. Il a même fait un opéra sur un sujet chinois. Je pense que ça doit être injouable, mais enfin, peu importe. Et il s'intéresse tout d'abord à l'archéologie. Il va en Égypte, et en Égypte, il va être très marqué par le musée fondé par Mariette, qu'il trouve extrêmement pédagogique. Et il va, à partir des années 1865, commencer à nourrir l'idée d'un musée d'histoire des religions. Il se rapproche pour se faire des milieux orientalistes et notamment des premiers professeurs de japonais ce qu'on n'appelait pas encore l'INALCO, donc l'Institut des langues orientales. Et il va solliciter de la République française, du ministère de l'Instruction publique, une mission officielle pour se rendre au Japon en 1876 afin d'étudier les religions japonaises, le bouddhisme en particulier. Et il va donc faire un voyage de 2 mois au Japon, puis ensuite en rentrant dans ce tour du monde qui a commencé par les États-Unis, il va passer ensuite rapidement en Chine, en Indonésie, à Sri Lanka et en Inde avant de revenir en France. Et il va donc surtout se concentrer sur le Japon, où il rencontre de nombreux, le clergé bouddhique japonais. Il va, en fait, avec l'idée de constituer une documentation autour des religions, donc aussi bien des manuscrits, des peintures, mais aussi tout un ensemble de sculptures pour illustrer l'iconographie du bouddhisme japonais. Et ces œuvres seront présentées à l'exposition universelle de 1878,
L'exposition précédente, 1867, à Paris, avait été marquée par la présence pour la toute première fois du Japon. C'était un moment important aussi dans le développement du japonisme. Mais 1878, c'est la présentation de cette collection d'Émile Guimet, qui est le prélude à l'ouverture du musée qu'il fonde l'année suivante à Lyon. Donc, qui est un musée d'histoire des religions. Le bâtiment n'a été réalisé qu'en partie par rapport aux plans initiaux qui étaient beaucoup plus ambitieux. Et il reconstitue dans cet intérieur, avec un décor néo-pompéien qu'on a peine à imaginer lorsqu'aujourd'hui on visite le musée Guimet, il reconstitue le panthéon bouddhique, notamment du temple du Toji, dont il avait fait réaliser une copie à échelle réduite. Voilà, donc ça c'est une vue du musée de Lyon qui ne va pas connaître un grand succès puisqu'il ferme dès 1882 et en 1885, Émile Guimet décide de donner l'ensemble de sa collection à l'État français pour donc la réalisation d'un musée à Paris sur exactement les mêmes plans, même si l'architecte est différent, les mêmes plans que le musée de Lyon. Et le musée Guimet, qui est à l'époque donc un musée d'histoire des religions, ouvre en 1889 au moment de la 4e exposition universelle. Donc il est inauguré exactement en même temps que la Tour Eiffel. Donc voici des vues du musée Guimet de l'époque d'Émile Guimet, donc un intérieur qui a totalement changé dans les années 20 et qui n'existe plus que dans la bibliothèque du musée La Rotonde, qui est protégée au titre des monuments historiques. Donc vous voyez les œuvres japonaises qui, cette fois, illustrent le Japon non plus, c'est plus les objets japonais, j'arrive à la fin, et donc nous ne sommes plus dans la japonaiserie, mais bien dans l'histoire des arts japonais, notamment de l'iconographie religieuse. Et à côté de ça, donc, Guimet ne fait pas de collection d'estampes, ou très très peu. Ce sera par le biais d'autres collectionneurs qui vont donner, eux, leur collection au Louvre, et je pense en particulier à Isaac de Camondo, avec son legs de 1911, mais également Raymond Quequelin, qui va donc donner ses collections au département des objets d'art du Louvre, qui par la suite va constituer dans les années 20-30 un département éphémère des arts asiatiques. Et en 1945, lorsque les musées nationaux sont réorganisés, il est décidé que tous les objets asiatiques du Louvre seraient transférés au musée Guimet, qui devient à ce moment-là le musée national des arts asiatiques, et donc envoie au Louvre les objets non asiatiques, c'est-à-dire égyptiens et gréco-romains, et donc c'est le musée qu'il devient ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'était un très rapide survol, je vous prie de m'en excuser, mais pour vous montrer comment ces collections se sont constituées et comment elles sont arrivées aujourd'hui sur nos cimaises et dans nos vitrines. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi je reviens sur le musée Guimet. J'ai appris, enfin parce que j'ai croisé et que je la connais personnellement, votre présidente Sophie Macariou, il y a presque 2 ans, lors d'une exposition, on a parlé du musée du Louvre à Abu Dhabi, où elle m'a dit que le musée Guimet donc prêtait, moyennant finance, un certain nombre de choses, puisque le musée regorge quand même de pièces en tout genre. Et je voulais savoir si vous avez, comme je dois aller aussi au musée du Louvre d'Abu Dhabi en février prochain, je voulais savoir si vous avez connaissance, si tout ça s'est bien réalisé, et si dans les pièces qui sont parties prêtées au musée du Louvre à Abu Dhabi, dans les pièces importantes, est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions? Oui, ça je peux sans aucun problème, puisque comme vous l'avez entendu peut-être dans la présentation, j'ai fait partie de l'équipe qui a été l'équipe fondatrice du projet du Louvre Abu Dhabi. Donc en fait, contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, derrière le Louvre Abu Dhabi, ça n'est pas une antenne du Louvre, hein, c'est un musée de droit émirien, dans le cadre d'un accord intergouvernemental entre la France et les Émirats arabes unis. Et en fait, ce sont l'ensemble des musées nationaux qui sont partenaires du Louvre Abu Dhabi. Donc il y a le prêt
pour 30 ans du nom du Louvre, mais en fait, le Louvre prête un nom, enfin c'est le premier prêteur, mais également le musée d'Orsay, le musée national d'art moderne, le musée de Cluny, Versailles, etc. Et en fait, Guimet est le second prêteur du Louvre Abu Dhabi, puisque le Louvre Abu Dhabi est un musée à vocation universelle, qui représente les arts de toutes les régions du monde et toutes les périodes, mais avec un accent mis quand même plutôt sur l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe, le monde arabo-musulman et l'Asie. Donc le musée Guimet est un partenaire absolument indispensable. Alors nous prêtons un certain nombre d'œuvres. Les prêts se font sur un rythme annuel, c'est-à-dire que bon, on a quelques prêts qui sont là depuis l'origine, mais donc on prête, je pense, une 50aine d'œuvres par an au Louvre Abu Dhabi, sans parler des expositions temporaires. Or, la prochaine grande exposition temporaire du Louvre Abu Dhabi, qui ouvre à l'automne prochain, s'appelle Le Dragon et le Phénix, qui portera sur les relations entre la Chine et le monde islamique. Et donc, c'est le musée Guimet qui organise cette exposition. Alors, je crois qu'en février, si vous y allez en février, elle y sera encore, je crois. En plus, ça correspond à l'exposition universelle qui a été reportée et qui ouvre normalement au mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Alors, l'exposition universelle, elle est à Dubaï. Oui, je sais, enfin, Dubaï, c'est à 150 km. Mais c'est dans ce cadre-là, si vous voulez. Oui. Et donc, cette exposition sera à ce moment-là. Voilà, donc le musée Guimet est vraiment un partenaire majeur, puisque les relations entre Abu Dhabi et l'Asie sont extrêmement importantes. Quand vous êtes à Abu Dhabi, vous êtes à 2h30, 3 heures de vol de Bombay, et 20% de la population locale provient du sous-continent indien. Donc on est vraiment dans l'antichambre de l'Asie, si je puis dire. En tout cas, moi, quand je vais à Abu Dhabi, j'ai l'impression que j'arrive à Bombay, ça me va très très bien. Oui. En tant que grand département, nous donnons un avis sur les projets d'acquisition, mais lorsque celle-ci a été réalisée avant que le musée existe en tant que tel, c'était l'agence France Muséum qui pilotait les acquisitions. Donc j'avoue que je plaide coupable pour une première partie de la collection japonaise, en tout cas de 2008 à 2013, j'ai un petit peu mis ma patte. Et puis après, j'ai laissé ça à d'autres. Avez-vous la dernière question? Sinon, on va laisser la salle. Puis je pense que vous êtes tous morts de faim à cette heure-ci. Merci beaucoup d'être venus.